Vous avez été insistant et avez suggéré toutes sortes d'hypothèses sur la panne de l'ampoule MR16 GU10. Je reprends donc où j'avais laissé. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Vous avez été plus nombreux qu'à l'habitude à faire des commentaires sous la vidéo numéro 519, vidéo dans laquelle j'ouvre et j'analyse l'intérieur d'une ampoule à LED MR16 à base GU10. La motivation principale de faire la vidéo était de montrer l'intérieur de l'ampoule et le souhait était bien sûr que je trouve assez facilement la panne intermittente qui l'affectait. Sans avoir trouvé la source exacte de la panne, je concluais quand même que la température excessive était vraisemblablement la source du trouble. Eh bien, plusieurs d'entre vous ont fait des suggestions d'investigation et, visiblement, vous en vouliez plus. Et vous aviez aussi exprimé votre scepticisme quant au schéma que j'ai pondu, schéma dont moi-même je doutais de plus en plus durant la post-production, le montage de la vidéo. J'ai donc ramené l'ampoule sur l'établi et refait le travail de rétro-ingénierie de la plaquette. Et effectivement, il y avait erreur de configuration du circuit. Je vais vous expliquer tout cela dans les prochaines minutes et je vais aussi démontrer et même réparer la panne. Alors, on y va sans plus tarder. Débutons par quelques petites réponses à des commentaires que j'ai eus sous la première vidéo. D'abord, quelqu'un m'a dit « Qu'est-ce qui te dit que cette résistance est une résistance fusible, celle en entrée ici? » Eh bien, d'abord, c'est la norme. C'est la norme de mettre une résistance fusible sur des appareils de secteur comme les ampoules, ce genre de choses. Et pour vous convaincre que c'est une résistance fusible, regardez la désignation qui est écrite sur la plaquette ici. FR, Fusible Resistor. Donc, définitivement une résistance fusible. Maintenant, l'allure de la résistance elle-même, ça pourrait être trompeur. Ici, c'est plus l'expérience avec ce genre de plaquette. Et la confirmation, vous l'avez sur la désignation, sur la sérigraphie, c'est clair, c'est une résistance fusible. Maintenant, autre commentaire. Souvent, dans les vidéos de réparation, on va avoir des commentaires par les bidouilleurs du genre « As-tu vu telle résistance ou tel condensateur? Elle a l'air cramé, elle a l'air craqué, telle soudure est mauvaise. » Je vous informe que ce que vous voyez à l'écran, c'est malheureusement pas toujours la réalité. Il y a beaucoup de jeux de lumière qui font que, et vous avez une vue en 2 dimensions alors que moi je l'ai en 3 dimensions. Et ce genre de jeu de lumière fait que c'est trompeur à la caméra. Alors, quelqu'un m'a dit justement que ce condensateur ici avait l'air d'avoir chauffé beaucoup, le rouge ici au bout de mon doigt, mais non, c'est de la colle, de l'adhésif qu'il y avait sur le tube rétrécissant. Et si vous regardez, il y en a aussi sur la bobine juste ici. Et même sur l'autre condensateur juste ici, des petites taches noires. Donc, c'est juste pour vous montrer que parfois, ça joue des tours. Et quelqu'un a aussi mentionné que la résistance R15 au bout de mon doigt juste ici semblait craquer, je crois. Mais non, ce n'est pas le cas. Et les soudures, je crois que vous pouvez quand même voir qu'elles ne sont pas très bonnes. Mais vous ne pourriez vraiment pas dire « Ah, une telle est mal soudée, reprenez cette soudure, j'ai vu une fissure », des choses du genre. C'est extrêmement difficile, particulièrement quand c'est petit comme une plaquette comme celle-ci, qui n'est pas... Regardez, c'est mon index. Ça vous donne une idée de la grosseur de la plaquette. C'est vraiment trompeur à la caméra. Maintenant, la révélation que j'ai eue, et qui m'a fait vous dire dans la première vidéo, dans un commentaire écrit par-dessus la vidéo, comme vous savez, je suspectais que ce transformateur n'était pas, en fait, un transformateur de secteur. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai noté, pendant le montage vidéo, je faisais le montage, que c'était écrit sur le transfo 1,2 millihenry. Là, je me suis dit, wow, un transformateur n'a pas habituellement une inscription de 1,2 millihenry. On ne donne pas l'inductance d'un transformateur normalement. Oups, là je me suis dit, L'autre chose qui m'a fait douter, c'est que c'est un transformateur en ferrite et non pas en fer. C'est un transformateur à plus haute fréquence pour du découpage normalement. OK? Et là, c'est là que j'ai commencé à avoir des doutes et je voulais vraiment exprimer dans le commentaire
par-dessus la vidéo. Et là, j'ai donc fait de l'observation un petit peu plus. Je vous ai mentionné qu'il y avait 3 broches sur ce transformateur. Et effectivement, il y a 3 broches. Sauf que la broche que vous voyez ici, si vous remarquez, hein, l'enroulement ne vient pas se brancher à la broche. Cette broche n'est pas connectée à l'enroulement. Ce n'est qu'une broche de soutien mécanique. Et ce qui m'a vraiment déjoué, c'est qu'elle est soudée en circuit ici, sur un des nœuds du circuit. Alors ça m'a vraiment complètement déjoué. Et pour vous montrer l'autre extrémité de l'inductance, je vous tourne ça ici. Regardez juste ici, au bout de la paille, vous voyez que le fil quitte l'enroulement et va atteindre finalement la broche. Et si vous regardez de l'autre côté, peut-être un peu moins visible, mais on voit quand même que le fil quitte l'enroulement et va à la broche de la même façon. Il semble y avoir une boule de soudure aussi, là, au même endroit. On voit quand même un petit bout de fil qui quitte. Alors, les 2 broches de ce côté-ci sont vraiment branchées sur la bobine, mais de ce côté-ci, c'est juste un support mécanique. C'est donc une bobine de 1,2 millihenry. Ah! Ça change tout. Ce n'est pas un transformateur, mais pas un autotransformateur non plus. Ça change tout dans le circuit. Alors, je vais vous montrer dans quelques minutes le schéma final de cet appareil. Et là, je vais être vraiment certain à 99% de ce que j'ai dessiné. Alors, du côté du travail d'investigation pour retrouver quelle était cette puce, la R8603S, eh bien, c'est Hassan qui a trouvé la piste en premier. C'est de la compagnie SiRise. Et malheureusement, la page web, ben, c'est tout ce qu'on peut avoir. Hein. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a cette entrée ici, la R8603S, qui est bel et bien un convertisseur Buck de 200 mA qui fonctionne entre 85 et 135 volts CA. Donc, c'est vraiment pour l'Amérique du Nord et peut-être pour le Japon aussi. Maximum 10 watts et c'est un boîtier là, SOP7. C'est bien un 7 broches, je suis tout à fait en accord. Pour l'Europe, ça serait probablement la R8606, qui est un peu moins puissante, mais qui va jusqu'à 265 volts CA pour 150 mA. Sinon, ça serait la R8608D. Alors, ça, c'est les puces. Malheureusement, le site web ici ne donne aucunement une fiche technique digne de ce nom. Et j'ai essayé beaucoup de liens et je n'ai absolument rien trouvé. Par contre, Hassan, lui, il a trouvé quelque chose. Il a trouvé un schéma typique probablement de l'application de cette puce R8603. Donc, ça, c'est le schéma, mais moi, je l'ai refait à notre sauce, tel que c'est dans l'ampoule. Mais le secondaire correspond vraiment à ce qu'on a. Le primaire, non, pas du tout, il faut le refaire. Là. Il n'y a pas de filtrage ni rien. Alors, je vous montre mon schéma refait. C'est donc la version 2 de mon schéma. Je vous confirme que le primaire, la partie secteur, est tout à fait conforme à ce que j'avais dessiné. J'ai simplement redessiné le mauve, le Varistor métalloxyde avec son bon symbole, mais sinon, ça correspond tout à fait à ce qu'on avait. Et effectivement, c'est bien une résistance fusible ici en entrée. Alors, c'est un pont de redressement, mais il n'y a pas de filtrage pour en faire du CC. Ça, c'est un des commentaires qui est plus souvent apparu, c'est que les gens regardaient mon dessin et se disaient « Non, ça ne fonctionne pas, ton primaire n'est pas filtré avec un bon condensateur, c'est pas du CC, ça devrait être du CC. » Eh bien non, il y a des puces convertisseurs comme celui-ci, Buck, qui fonctionnent avec de l'alternatif, définitivement. Alors ici, on a effectivement 120 Hz, puisque c'est 60 Hz, la fréquence du secteur en Amérique du Nord. Et comme c'est un pont qui redresse pleinement, ben on a les impulsions. Au total, on aura 120 Hz qui va arriver ici. Et sinon, le filtrage est tout à fait conforme. Je l'ai revérifié. J'ai passé quand même assez de temps sur le schéma à nouveau et la rétro-ingénierie de la plaquette. Et tout est conforme de ce côté. Bon, là, du côté
du convertisseur et donc de la régulation CC. C'est là que j'étais dans le champ gauche et tout simplement parce que je croyais effectivement qu'il y avait un autotransformateur, mais non. Le CC est envoyé dans la puce et bon, ce que j'ai mis en pointillé, on s'en reparle. Je l'ai mis en pointillé tout simplement, c'est là, mais je ne veux pas que ça nous déjoue les yeux trop. Alors, c'est tout simplement un convertisseur de type BOC. Donc, la topologie la plus simple qui existe dans le découpage. Et donc, topologie BOC, ça veut dire abaissant en tension. Dans ma vidéo numéro 215, je parlais d'une mini plaquette BOC, justement, et j'explique assez en détail le fonctionnement d'un convertisseur BOC. Alors, je vous conseille d'aller voir la vidéo 215 si vous n'êtes pas confortable. En 2 phrases, je résumerai tout simplement l'aspect suivant, c'est qu'il y a deux phases de fonctionnement du convertisseur BOC. Et la phase où le transistor, ici à l'intérieur, il y a un MOSFET. Le transistor transfère de l'énergie dans la bobine et donc charge la bobine et en même temps, on charge le condensateur, qui est ici un vrai condensateur de filtrage, bien sûr, de 82 microfarad. La bobine, 1,2 millihenri. Alors, phase de charge, le MOSFET s'ouvre et maintenant, la bobine, elle s'oppose à une variation de courant et donc, forcément, elle va vouloir se vider pour maintenir le courant puisqu'elle s'oppose à une variation soudaine du courant. Si on lui interrompt le courant en entrée, elle va vouloir le perpétuer, ce courant, par sa force contre-électromotrice. Et la diode ici sert à fermer le circuit pour effectivement que le courant passe. Et une partie du courant, bien sûr, qui va venir lisser à nouveau. Donc, l'énergie va être transférée dans le condensateur. Et avant que la bobine ne se vide complètement, bien, le MOSFET va se refermer pour faire une autre phase de recharge de la bobine. Alors, c'est le principe de fonctionnement. On a ici une résistance qui permet de renifler le courant, tout simplement par la chute de tension à ces bornes. C'est une résistance de 1,87 ohms. Et donc, par ces 2 points, la puce peut savoir le courant ici. Je ne crois pas qu'il y a régulation de courant. Bien franchement, je ne vois, à moins que ce soit un courant fixe qui est déterminé à l'avance dans la puce, dans le circuit, il n'y a pas moyen de l'ajuster, ce courant. Alors, je pense que c'est plus une forme de protection, à mon avis, pour pas que le courant dépasse un certain seuil. Je vous dis ça sous toute réserve. La puce, on n'a pas la fiche technique, malheureusement. Alors, mesure du courant et, bien sûr, fonctionnement, comme je viens de vous l'expliquer. Maintenant, quelle est la tension ici? Bien, cette tension va être ajustée. Elle va être ajustée en fonction d'un retour, une lecture de tension de feedback contre réaction ici. Et donc, il y a un diviseur résistif qui va venir échantillonner la tension CC ici et qui va en envoyer tout simplement une partie de cette tension, puisqu'il y a un diviseur résistif, une partie de la tension sur la puce ici. Et donc, la puce va ajuster le rapport cyclique du transistor ici pour maintenir une tension constante en fonction de la charge qui est placée ici. Donc, même si le courant varie, le rapport cyclique va changer pour maintenir une tension constante ici. Alors ça, c'est le fonctionnement de base essentiel de la puce. C'est une puce tout simplement de BOC. Je m'étais complètement fait déjouer avec le transformateur et c'est extrêmement difficile de retracer sur cette mini plaquette les pistes et quoi se connecte où et ainsi de suite. Très difficile. Mais avec le petit schéma qu'Hassan a fourni, la lumière s'est allumée. Et là, je suis retourné à la plaquette et là, j'ai commencé à voir effectivement comment c'était branché. Je comprenais comment ça s'est fait. Alors, il reste quoi? Les pointillés, je vous ai expliqué le reniflement de la tension ici, de sortie. Et il reste une petite alimentation CC. Cette puce va démarrer simplement avec la tension qui est appliquée ici. Mais elle s'attend avant longtemps à recevoir une tension CC. Donc, c'est la sortie Vout qui est envoyée ici aussi à travers une diode Schottky, bien sûr pour pas qu'il y ait de retour de ce sens-ci, et filtrage. Et donc, une fois l'ensemble démarré, c'est vraiment la tension Vout qui alimente la puce. Mais avant que la tension Vout ne se construise, au départ, elle va quand même démarrer avec le cycle alternatif qui est ici.
assez quand même particulier comme fonctionnement. Encore une fois, je n'ai pas la fiche technique, mais je peux vous dire qu'il y a des puces similaires qui ont ce fonctionnement hybride là, CA-CC dans une application de ce genre. Alors ça, c'est l'essentiel du fonctionnement de ce petit circuit. Cette fois-ci, c'est tout à fait conforme à un convertisseur Buck. Donc le fonctionnement, je le comprends bien. J'espère que c'est la même chose pour vous. Travailler à l'intérieur d'un équipement alimenté par secteur comporte des risques pour la santé. À moins que vous ne sachiez exactement ce que vous faites et que vous n'ayez les instruments appropriés, il vous est déconseillé de faire ces manipulations. Vous les faites donc à vos risques et périls. Pour les prochains essais, je vais utiliser un transformateur d'isolement. C'est une grosse bête de 1000 watts que j'ai depuis toujours, très utile mais très pesante. Aussi, je vais utiliser un autotransformateur variable, ce qu'on appelle un variac, pour ajuster la tension du circuit. Et je vais aussi, un peu plus tard, utiliser une sonde différentielle avec des sondes rouge et noir pour faire des mesures d'oscilloscope. Et je travaille sur une surface isolante. Alors, le premier test que je voulais faire, parce que beaucoup de gens croient que c'est une des diodes qui flanche, ou une soudure à tout le moins, qui flanche sur la petite plaquette ici, les diodes étant sur l'autre face, bien sûr. C'est une plaque d'aluminium. Alors, je vais faire des essais de température. Là, comme vous le voyez présentement, je suis à 53, 54 degrés. Il faut regarder la ligne en rouge. C'est la température maximale dans l'image. C'est la façon la plus simple de vérifier cela. Alors, 54 degrés, 55 et ça continue de monter. Présentement, j'alimente à 50 volts alors que la tension nominale est de 120. Alors, ce n'est pas assez chaud, définitivement pas. En tout cas, je vais pousser plus loin. Et il y a aussi la mini plaquette, la petite plaquette, elle est plus froide, à 38 degrés Celsius. Alors, j'ai monté la tension à 70 volts CA. Pourquoi je ne la monte pas à 120 volts, la tension nominale du secteur? C'est qu'il n'y a pas de dissipateur, hein? On a juste la petite plaque. Et là, on est rendu à 72 Celsius. Il n'y a toujours pas de trouble qui s'est produit. Rien ne semble particulier. 73. Je vais le laisser aller jusqu'à 80 Celsius. Je ne suis pas certain que je vais aller bien plus loin, par contre. Quant à la plaquette elle-même, on parle de... quoi? On est à 43, 44, 45. C'est vraiment pas chaud d'un point de vue électronique. Alors, on est rendu où avec cette plaque? Ouais, ça semble s'être stabilisé à 73, 74. Je vais pousser un petit peu plus loin jusqu'à 80. Alors, on y est presque à 80 Celsius, 79, voilà. J'ai monté à 80 volts le secteur. Et bon, on atteint le 80, il n'y a toujours pas de coupure. Et sur la plaquette, on est à 47 Celsius. Donc, je n'irai pas plus loin pour la température, de crainte de griller les LED et bien, je ne pourrai plus faire d'essai. Donc, moi, je ne crois vraiment pas que c'est la plaque ou les LED là, qui sont en trouble. Je crois vraiment que ça vient d'une surtempérature du côté du petit contrôleur ici. Alors, on va plutôt se concentrer sur le contrôleur. Alors maintenant, je vais chauffer la puce avec mes pistolets de température. Pour protéger mon plan de travail, là, je lui ai mis une plaque d'acier et 2 feuilles de Teflon. Donc ça, il n'y aura aucun problème, ça ne fondra pas. Et je vais utiliser mon pistolet à dessouder. J'y ai mis la température de 125 Celsius et je vais juste souffler sur la puce ici. Et ceci dit, je roule à 50 volts CA au secteur. Je ne veux pas que ça surchauffe ailleurs. Je veux vraiment pouvoir contrôler la température de cette puce. Et voilà. Oh, ça s'est éteint vite à part cela. OK. Et je vais laisser refroidir. Je pourrais peut-être même lui mettre un petit jet de refroidissant. On va voir ce que ça va donner. Oups. Alors, je vais y en mettre juste un petit peu sur la puce. Un petit peu plus. Et voilà, ça s'est rallumé. Je vais remettre la chaleur sur la puce. Et voilà. Mon Dieu, OK. Je pense que c'est assez clair qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une mauvaise soudure sur la puce en particulier?
Je vais inspecter, je peux même retoucher, et voilà, ça se rallume. Alors, j'ai refait beaucoup de soudure autour de la puce, incluant la puce, bien sûr, les diodes, bobines et ainsi de suite, juste pour être certain que ce n'était pas un problème d'intermittence. Et je vais refaire l'essai, puis cette fois-ci, je vais vérifier à quelle température ça coupe. Donc, je remets de la chaleur, comme je faisais auparavant, sur la puce, uniquement sur la puce. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Oh, ça ne coupe pas. Wow, 92, 98, 96 Celsius et ça ne coupe plus. En tout cas, il ne semble pas. L'air est à 125 Celsius avec le pistolet. 86, je vais chauffer encore un peu. Est-ce que j'aurais trouvé le trouble? On est à presque 100 degrés Celsius et ça ne coupe pas. Donc, ouais, je pense que la conclusion est claire. Bien honnêtement, je croyais que c'était la puce, mais non. C'était un joint de soudure qui s'ouvrait. Ouais, on est à 100 Celsius. Là. Clairement, je n'irai pas plus haut avec la température à 125, mais ça coupait bien avant cela auparavant. Donc, non, ça c'est. Je crois que la conclusion est assez nette. Joint de soudure, eh bien. Et pour votre information, la fréquence de découpage du secteur pour ce contrôleur, c'est 63 kHz. Évidemment, c'est bien au-dessus de l'audition, donc on n'entendra jamais ce découpage. Mais il y a des composants, comme vous le voyez, la colonne max, là, il y a des composants de très haute fréquence qui sont inclus là-dedans, c'est certain. Et vous voyez ici, ça c'est aux bornes de la bobine. Vous voyez qu'il y a quand même 44 volts RMS. Et en crête-crête, on voit 130 volts à l'écran. Et là, je roule seulement à 50 volts CA là, sur l'entrée de l'ampoule. Donc, il y a des hautes tensions, il faut être très prudent. C'est pour ça qu'on utilise une sonde différentielle dans ce cas-ci. Jamais utiliser une sonde d'oscilloscope dans un circuit comme celui-ci. Jamais, jamais, jamais. J'utilise une sonde spéciale qu'on appelle une sonde différentielle. Et j'utilise des sondes rouges, des sondes physiques de multimètre. Là. Mais c'est une sonde différentielle, un circuit électronique qui est sécuritaire pour jouer sur les tensions de secteur. Après le tournage de ce que vous venez de voir, j'ai reçu le commentaire de Jean-Marc Leroy. Il a trouvé cette description de la puce, et je le cite. Le R8603 est une puce de pilotage de LED à gradation qui intègre des fonctions de commutation haute tension et de contrôle intelligent, permettant au système de fonctionner en mode de commutation quasi résonant, ce qui permet d'atteindre un facteur de puissance élevé et rendement élevé aussi, et une bonne performance en interférence électromagnétique. Le R8603 est démarré par une résistance de valeur élevée pour fournir le courant de démarrage. Après le démarrage, il peut être alimenté par une bobine auxiliaire à double enroulement ou une application de la tension de sortie. Le R8603 adopte une méthode de contrôle de modulation de largeur d'impulsion pour fournir un courant de sortie de haute précision. En outre, la puce intègre diverses fonctions de protection, y compris la protection contre les courts-circuits et les circuits ouverts de sortie, la protection contre les surtensions, cycle par cycle, et la protection contre les surchauffes, ce qui améliore la fiabilité, et toutes les protections sont auto-réparatrices. Fin de la citation. Ce texte confirme plusieurs des caractéristiques que j'avais déduites, mais la partie qui me chicote un peu plus, c'est la protection en circuit ouvert. Quand j'ai retapé les soudures, j'ai constaté une soudure potentiellement craquée sur le condensateur électrolytique, le bleu, là, le gros bleu, en sortie. C'est peut-être cette soudure qui était intermittente et qui déclenchait la protection de circuit ouvert, car elle est localisée tout près de la puce, cette soudure, et elle était donc assez exposée au choc thermique chaud-froid que j'ai induit. Bon, on ne saura jamais totalement, mais quoi qu'il en soit, le problème est résolu.
Sauf que l'ampoule maintenant est condamnée car l'extraction du PCB a détruit la base de l'enveloppe externe. Mais ça aura quand même été un exercice amusant et je suis heureux que vous m'ayez convaincu de pousser un peu plus loin la recherche de la panne. Vous avez apprécié la vidéo? Faites-le savoir en cliquant sur le pouce vers le haut. Merci de votre fidélité et de votre soutien et à la prochaine!